Bonjour et bienvenue dans les matins de l'ENAIC. Aujourd'hui avec nous, nous aurons Gabriel Chabagnier qui est producteur et membre de l'AST. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'association Science et Télévision et on va parler ensemble de la 10e édition du Festival du film scientifique qui va se dérouler du 2 au 7 octobre. Nous serons également avec Aurélie Cotet qui est chargée d'action culturelle et de production. Les ateliers famille, jeux de construction, hisser la tour, c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Et ça se passe à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, je vais y arriver, et c'est tout autre Cadéro, et c'est à partir du 5 octobre. Guillemette Jacob, qui est la cofondatrice de l'association Sentinelle, sera également sur notre plateau aujourd'hui. On va parler de leur mission, et leur mission, c'est d'accélérer la recherche sur le cancer en créant une base de données de volontaires. On en parlera tout à l'heure. Mon premier invité, Gabriel, est avec moi. Bonjour Gabriel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette 10e édition du film, le Festival du film scientifique. Alors, qui est à l'origine de ce festival? Alors, à l'origine de ce festival, il y a une vingtaine de producteurs qui ont tous le désir depuis très longtemps de faire partager leur goût pour la science et sensibiliser les médias et en particulier les télévisions, pour qu'il y ait plus de science à la télévision. Donc on a monté une association, et le meilleur C'était moyen... pas le cas avant. Vous aviez remarqué ça, qu'il n'y avait pas assez de films scientifiques. Non, il n'y avait pas assez de films à la télévision, et c'est toujours un combat, hein. C'est pour ça qu'on le fait. Et à un moment donné, on s'est posé la question de se dire comment mieux le faire que par un festival qu'on a commencé à organiser, Paris Science, à Paris, au Jardin des Plantes. Et on a fait ça pendant une semaine. C'était il y a 10 ans, le premier festival. Et là, ça c'est la 10e édition. Et le public avait bien réagi, avait bien répondu à cette invitation? Oui, chaque année, on a pu rameuter pas mal de public. Pourquoi? Parce que les films sont toujours passionnants, ludiques, avec des formes différentes. Votre projet, c'est de parler de la science, mais pas de la science pour les scientifiques, de la science pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a un désir, un choix de vulgarisation, de parler de la science de manière agréable, plaisante, et qu'elle soit accessible à tout le monde. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que les réalisateurs y arrivent? C'est pas toujours évident. De plus en plus. Je pense que de plus en plus, c'est un exercice qui est maintenant beaucoup plus courant de la part des scientifiques pour essayer de nous faire comprendre sur quoi ils travaillent. Est-ce que vous, en tant que producteur, par exemple, en termes de science, vous avez découvert des choses pendant les différents festivals qui ont déjà eu lieu? Ah bah systématiquement, c'est des surprises. Quoi, par exemple? Je sais pas. Alors là, par exemple, je sais que je vais découvrir, il y a un film sur l'urine. Bon, c'est pas forcément très attractif, mais l'urine, paraît-il, est utilisée en science pour des produits de beauté, à plein de... Pour les produits de beauté aussi. Je sais que dans certains pays, ils boivent l'urine comme un médicament. Bon, après... là, c'est l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. D'accord. Il y a eu chaque année, c'est passionnant. Alors, il y a combien de films en compétition? Alors, on reçoit chaque année à peu près 300 à 400 films. Et il y a une quarantaine de films qui sont projetés sur plein de thématiques différentes. Des films en compétition, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, il y a différentes programmations. Une compétition internationale, si vous voulez que j'en parle, une compétition internationale. Une compétition cette année qui est inédite parce qu'on a un peu changé d'organisation, plus cinéma, aussi international, avec des films inédits qu'on n'aura jamais vus au cinéma, qui seront projetés pour la première fois et qui sont plus des films pour le cinéma. Donc c'est de la science-fiction dans ce cas-là, c'est pas un film... il peut y avoir soit des grands documentaires animaliers qui sont projetés au cinéma, soit effectivement des vraies fictions. Il y a un film sur Marie Curie qui sera projeté cette année. Ou des docu-fictions, il y a aussi des docu-fictions, ce sont ces films que l'on voit qui racontent ou l'histoire d'un personnage, ou par exemple, pour prendre l'exemple de l'urine que vous donniez tout à l'heure, et on met en scène des acteurs. C'est ça. On mélange la fiction, donc avec un scénario, des dialogues, des personnages, une histoire, et du documentaire en allant sur le terrain
Donc alors, chose extraordinaire, c'est que ce festival est gratuit. C'est quand même assez rare pour un festival. En général, l'entrée peut être gratuite, mais dès qu'on visionne des films, on paye quelque chose, même si c'est parfois un petit prix. Là, vous faites tous les visionnages, tous les films gratuitement. Alors, c'est une question qu'on s'est posée, qu'on se pose régulièrement, mais au départ, notre but, c'était de sensibiliser auprès du public à la science. Et donc, les ouvrir à la science. Les ouvrir à la science. Les intéresser à la science. Les attirer, les faire venir. Ce qui n'est pas évident. Parce que la science rebute. On le voit aussi dans les sondages sur ceux qui font des études supérieures scientifiques. Il y a très peu de jeunes intéressés par ça. Donc là, les films qu'on fait en tant que producteurs et qui sont projetés dans ce festival contribuent à une connaissance, une ouverture d'esprit vers un très très large public. Oui. Pour me faire l'avocate du diable, je dirais que souvent la science, quand elle est expliquée par des scientifiques, elle est super compliquée en même temps. Ils ont l'impression d'être clairs, mais ils ne le sont pas. Alors, c'est ce qu'on a constaté, et nous, c'est notre travail de producteur ou des réalisateurs, justement de travailler avec les scientifiques pour les tordre dans tous les sens pour qu'on ait un message. Puisse avoir un discours compréhensible par tout le monde. Ouais. Et donc, ça vient de plus en plus. Il y a un grand changement depuis une quinzaine d'années dans la façon d'appréhender ça. Et même les scientifiques sont obligés de communiquer leur propre science pour trouver des fonds. J'ai reçu un monsieur sur ce plateau qui parlait de ces rayons cosmiques qui nous traversent tous les jours. Il a essayé de nous en parler et franchement, j'ai essayé aussi de comprendre, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on décroche. Ah oui. Donc là, c'est aussi votre rôle dans ce festival, c'est de faire en sorte que le spectateur ne décroche jamais et qu'il est happé par le sujet. Alors c'est notre rôle quand on est producteur de films ou réalisateur, c'est quand on décroche, on coupe. l'image. Donc les films qu'on voit, c'est des films qui sont sélectionnés avec un large panel. Alors d'ailleurs, dans les films, on peut en citer quelques-uns. Il y a rien que les titres donnent envie, moi je trouve. Par exemple, il y a un film sur les villes du futur, un film qui s'intitule 1783, le premier vol de l'homme, ou 2019, Destination Lune, on peut rêver. Donc il y a c'est plusieurs catégories. Il y a une catégorie animaux, une catégorie sciences. Il y a 4 sélections. Donc j'ai dit une catégorie internationale, télévision, une catégorie cinéma, une catégorie qui est nouvelle aussi cette année, qui est un peu sur des formes visuelles un peu différentes, qui s'intéressent à la science. Donc ça peut être du court-métrage, des films plus d'auteur. Donc des films beaucoup plus courts. Des films poétiques, des films... On peut faire de la poésie avec la science. Bah oui, bien sûr. En tout cas, ce festival, il est ouvert toutes les journées. Comment ça fonctionne? Alors ça commence à 10h du matin. Et il y a une dernière sélection qui est une sélection pour les scolaires et les lycéens. Et eux-mêmes ont vu déjà, certains collégiens et lycéens ont fait leur propre sélection. D'accord. Et remettent un prix à la fin du festival. Et c'est juste passionnant de voir avec eux, parce qu'on prépare ces séances en amont, courant du mois de septembre. Ce sont des élèves, quoi, des collégiens? Collège et lycée. Collège et lycée, donc c'est de 13 à 18 ans. Voilà, c'est ça. Et donc, un professionnel du cinéma et un professionnel de la science vont dans les collèges et les lycées présenter leur métier et présenter les films qui sont proposés à ces collégiens. Moi, je les veux sur le plateau aussi des matins de l'ENA. Il faudra organiser ça. Alors, entrée gratuite, on le rappelle, il y aura les 17 films en compétition, il y a 17 films hors compétition, il y en aura 28 inédits, donc des films qu'on n'a jamais vus en métropole et qu'on va voir pour la première fois. Et puis, vous avez également prévu dans votre programme un vidéo-concert. Ah, ça, je ne suis pas au courant de tout. J'ai pas bien regardé le programme. Alors, chaque année, où est-ce qu'on le trouve, ce programme, justement? Alors, ce programme, il est accessible par Internet. Donc, moi, je vous conseille d'aller sur le site de donc parisscience.fr. Voilà. Il y a aussi science-télévision.com.
Ouais, ça, sur lequel on peut retrouver des informations. Et vous avez aussi votre page Facebook, bien sûr. Voilà. Donc la page Facebook, c'est Paris Science, Science Film Festival. Vous avez toutes les informations et le programme. Donc on rappelle quand commence ce festival ? Le festival commence le 2 octobre et finit le 7 octobre. Et c'est gratuit. Et c'est de 10h à... De 10h à minuit. Ah, quand il n'y aura plus de films. En tout cas, on espère que le public répondra encore une fois nombreux à cette invitation au 10e festival du film scientifique à Paris. On redonne l'adresse. Alors, c'est au Muséum d'Histoire Naturelle, donc c'est au Jardin des Plantes, dans les salles de cinéma du Jardin des Plantes. Et on vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin, les contacts, etc. sur notre page, puisque vous pouvez aussi aller sur notre page Les Matins de l'ENAIC et sur la page Facebook OM5 ou encore notre site web om5.fr. Merci Gabriel. Merci beaucoup. Ma prochaine invitée est Aurélie Côté, chargée d'action culturelle et de production à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors vous êtes venue avec un petit guide qui s'appelle Activités culturelles. C'est un guide que l'on peut retrouver directement à la Cité ? Tout à fait, oui. Alors là, ce sont des activités culturelles pour les scolaires et les centres de loisirs, mais nous avons des activités aussi qui s'adressent à tous, notamment les enfants le samedi après-midi et les familles le dimanche. Voilà. Et nous, on va parler notamment d'un atelier qui a lieu tous les dimanches. Tous les dimanches, de 15h30 à 17h. Alors, cet atelier s'appelle « Jeux de construction hisser la tour ». C'est vous qui allez animer cet atelier ? Alors, ce ne sera pas moi tout le temps. Non, vous ne verrez pas ma tête tous les dimanches. On tourne. Mais en tout cas, je suis amenée évidemment à l'animer et je l'ai conçu avec une de mes collègues, oui, tout à fait. Alors, votre métier, c'est quoi ? C'est architecte ? Je ne suis pas architecte, mais dans mon équipe, effectivement, il y a des architectes. Moi, je suis historienne de l'art. Ah oui, et donc même les historiennes de l'art peuvent faire des activités pour les enfants, et pas seulement, puisqu'il y a les parents qui participent aussi. Exactement, tout à fait. En fait, en termes de médiation, évidemment, il y a un contenu scientifique à respecter. Après, c'est se poser la question de la pédagogie, du ludique et de l'expérimentation, puisqu'étant à la Cité de l'Architecture, l'idée, c'est de construire, bien sûr. Bien sûr. Donc, on construit quoi ? Alors là, en l'occurrence, vous avez une thématique, donc on va construire une tour, peut-être la plus haute, peut-être la plus bizarre ou la plus drôle. Ça, c'est les enfants et les familles qui vont décider. On a eu d'autres thématiques auparavant. On a construit des châteaux forts, on a construit des villes. Donc voilà, ça change, ça se modifie en fait en fonction de notre programmation. Donc, de quoi on a besoin quand on participe à ces ateliers ? Est-ce qu'il faut venir avec du matériel ? Absolument pas. Vous venez donc en famille, parents, grands-parents, cousins, cousines, les enfants. Alors par contre, juste, je vous interromps, c'est pas une garderie, on dépose pas les enfants et on va pas prendre un café pendant l'atelier. Exactement. On a des types d'activités où vous pouvez déposer votre enfant pendant 1h30. Là, vous êtes obligé de rester avec. Les parents, c'est pour ça que ça s'appelle un atelier famille. C'est ça. Donc en fait, il faut être motivé à la base. Généralement, j'ai envie de faire quelque chose avec les enfants. C'est ça, exactement. Donc sur 1h30, on a grosso modo une demi-heure de visite, mais une visite qui se veut ludique, donc sous forme généralement de jeu de piste ou de chasse au trésor. Donc ça veut dire quoi ? Vous allez poser des questions et par rapport à ces questions, en famille, on va chercher sur les œuvres les réponses. Exactement. Donc là, en l'occurrence, pour Isséo la tour, vous avez un imagier entre les mains, donc de 3 ou 4 tours à retrouver dans la collection, avec même une petite fiche technique, parce qu'il faut bien que les parents aussi retrouvent leur compte. Les enfants sont plus dans l'observation. Ensuite, l'animateur ou l'animatrice va reprendre ses tours pour en discuter avec vous, avoir un discours un peu scientifique pour les parents, plus ludique pour les enfants, tout en présentant les jeux de construction qu'ils vont être amenés à manipuler. Et oui, ensuite, parce que on construit. Derrière ces jeux de construction, c'est aussi comprendre l'art. Tout à fait. Comprendre ce que l'on voit dans les œuvres, parce que parfois, on a juste un regard comme ça et qui peut être juste, je vais dire... on peut trouver quelque chose de beau ou pas beau, et puis ça s'arrête là, alors qu'en fait, il y a plein de choses derrière une œuvre. Là, l'idée, c'est de donner des clés de lecture, effectivement, d'ouvrir des portes, d'avoir aussi envie de revenir peut-être par la suite. Et quand on parle d'architecture, déjà, on a envie d'en faire l'expérience. Donc, face à une maquette, du coup, il y a forcément aussi une distance qui se fait. Donc, notre discours, il va aller vers la structure, comment ça tient, quels matériaux sont utilisés, et puis aussi donner des petites anecdotes sur le bâtiment que l'on
on est en train d'observer des anecdotes rigolotes ou parfois impressionnantes. Un exemple de quelque chose que peut-être pas cet atelier qui va démarrer, mais des ateliers que vous avez déjà fait et des retours que vous avez eu des gens, des enfants ou des familles. Généralement, c'est un moment qui est vécu comme très agréable, voilà, qui permet aussi une proximité avec l'animateur. Donc ça donne lieu aussi à des discussions parfois complètement qui n'ont rien à voir avec la thématique, mais sur l'architecture pure. Donc ça, c'est plutôt les parents. Et les enfants, c'est viens m'aider à construire, comment je peux améliorer. En plus, on a des jeux de construction qu'ils n'auraient pas forcément à la maison. On a du Lego, bien sûr, du Capla, mais on va aussi donner des hankeurs. Le Capla, c'est les petites baguettes de bois que vous pouvez empiler. Oui. C'est les jouets de nos parents qu'on reprend, là. Oui, au fait, c'est un jeu qui a été conçu il y a quelques dizaines d'années maintenant et qui remporte un énorme succès, qui se base finalement sur des jeux de construction aussi plus anciens, qu'on retrouve dans les écoles, dans les centres de loisirs. Mais on a des jeux aussi peut-être un peu moins connus, comme le Canex, qui est un jeu américain. C'est des tiges de plastique et des connecteurs. Donc là, on peut plus aller vers... Un peu comme des pailles. Un peu comme des pailles, tout à fait. Oui. D'ailleurs, le principe, c'est assez rigolo. Le monsieur qui a imaginé ce jeu s'ennuyait à un mariage, a récupéré les pailles sur la table et a commencé à jouer, à faire des structures, et il a inventé le Canex. Donc ça veut dire qu'en fait, les activités que l'on fait à la Cité, du patrimoine, enfin de l'architecture et du patrimoine, ce sont des choses que l'on peut refaire à la maison ? Alors si vous avez les jeux, oui, tout à fait. Oui. En tout cas, on peut même en inventer. Après, tout est possible. Mais souvent, les parents qui viennent avec leurs enfants, ce sont des enfants déjà qui construisent à la maison. Mais la démarche, en fait, c'est d'aller au musée... Enfin, je vais dire musée pour la Cité du patrimoine, parce que c'est aussi un musée. C'est le cas. Mais d'une manière un peu plus... participative. Complètement, voilà. Beaucoup moins informelle. On n'est pas dans une visite classique avec un conférencier qui vous fait faire le tour du musée. Pas la visite telle qu'on se l'imagine, un petit peu ennuyeuse, et puis on se demande si on doit aimer ou pas aimer. Voilà, ça peut être le cas. Ça peut être le cas, des fois on s'ennuie, c'est vrai. C'est aussi en fonction du talent du conférencier. Ça tient beaucoup à ça. Donc là, l'idée, oui, c'est d'aller vers du ludique et vers de l'expérimental, quoi. Alors pour les ateliers qui vont démarrer à la Cité de l'architecture et du patrimoine, il y a une contrainte, c'est que quand vous allez apprendre à faire des tours aux parents et aux enfants, la seule contrainte, c'est qu'il faut que ça tienne. Donc on peut aller dans tous les sens, comme ça, sur les côtés, mais il faut que ça tienne. Voilà. Et on a un prix, on gagne quelque chose à la fin. Je pense qu'il y a la satisfaction d'y être arrivé déjà, d'avoir peut-être aussi participé, parce que finalement ce sont des familles qui se rencontrent. Alors on prend des photos, tout ça, voilà, c'est le moment. Et puis il n'y a rien de mieux qu'ensuite de tout détruire. On a le droit après, on le détruit. Ah bah oui, après oui, mais les enfants adorent ça. Bon alors il faut le dire, ces ateliers ne sont pas gratuits, ils coûtent 8 € et dans les 8 €, il y a la visite d'une certaine partie du musée justement en rapport avec l'atelier. Exactement. Donc est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance pour participer à ces ateliers ? Alors l'achat des billets peut se faire sur notre site internet, via la FNAC également, ou tout simplement sur place. Le jour même, c'est souvent pris d'assaut, donc c'est mieux de s'y préparer un petit peu à l'avance, ou en tout cas de prévoir. Il y a énormément d'activités sur Paris, donc il faut planifier. Donc à partir de 4 ans, pas en dessous, quand on a des enfants. Non, parce qu'il y a une question de préhension, de motricité. À partir de 4 ans, les enfants savent bien manipuler. Et donc c'est 4 ans et plus, on peut y aller avec papy, mamie, on y va avec qui on veut. Voilà. Donc pour les tout petits, on le rappelle, les parents sont obligatoires. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est à partir de 4 ans pour les ateliers que vous pouvez les laisser et partir visiter le musée. Non, vous visitez le musée et ensuite vous faites cet atelier jeu de construction Hisser la tour. Donc on va vous donner le site pour en savoir un petit peu plus sur ces ateliers. Ou bien si vous faites un petit passage au Trocadéro, vous allez récupérer le guide. Donc www.citéchaillot.fr. Vous avez également une page Facebook, c'est Cité de l'architecture et du patrimoine, et on vous donnera le numéro de téléphone pour les appeler sur notre page Facebook. On a oublié de dire quelque chose ou... Non, je crois que c'est super. Si, venez. Oui, venez nombreux, venez nombreux, avec vos enfants. Merci Aurélie. Merci à vous.
Alors, notre dernière invitée sur ce plateau est Guillemette Jacob, la cofondatrice de l'association Sentinelle. Sentinelle, c'est un jeu de mots avec le sein et les sentinelles, évidemment, parce que votre mission est de créer une base de volontaires, donc de mettre en relation des chercheurs et les femmes que nous sommes. Exactement, pour accélérer la recherche sur le cancer. Parce qu'on sait qu'on a besoin des chercheurs pour faire avancer la recherche, et on les remercie, parce qu'aujourd'hui, on guérit un cancer sur 2 quand on n'en guérissait que 1 sur 3 dans les années 90. Mais c'est aussi parce qu'on les prend plus tôt aujourd'hui, on les détecte plus tôt. Oui, mais on les soigne aussi beaucoup mieux. Et ce qu'on sait moins, c'est que les chercheurs ont besoin de nous, les femmes, pour participer à la recherche. Et aujourd'hui, ils passent un temps précieux à nous trouver. Ont besoin de nous de quelle manière ? Alors, on devient un cobaye, ils vont nous regarder sous toutes les coutures, prendre des petits bouts. Non. Alors prendre des petits bouts peut-être. En fait, nous traitons de tous les types de recherche. Le plus souvent liés au cancer. Liés au cancer, tous les cancers, pas uniquement le cancer du sein. D'accord. Mais des cancers féminins ? Des cancers. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, la base ne s'adresse qu'aux femmes. Parce que les femmes sont les plus nombreuses à chercher sur les sujets de santé sur Internet. Demain, une fois qu'on aura fait la preuve de notre concept, on ira aussi ouvrir aux hommes. D'accord. Et toutes les études scientifiques, quand elles ont été validées par des instances officielles, peuvent avoir recours à notre base de données pour recruter des volontaires. Concrètement, qu'est-ce qu'on demande aux femmes ? On leur demande soit de répondre à un questionnaire, d'aller rencontrer un chercheur, parfois de transmettre des dossiers ou des éléments médicaux ou d'aller faire une prise de sang. Donc des informations personnelles, c'est-à-dire il faut accepter de jouer le jeu. Oui, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous vous inscrivez sur le site des Sentinelles, vous allez juste nous donner votre adresse email. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer une newsletter chaque fois qu'un chercheur aura besoin de volontaires pour participer à son étude. Donc en fonction de l'âge, en fonction de notre expérience. Exactement. Si on rentre dans le cadre, on peut Vous pouvez vous porter volontaire, mais vous n'êtes pas inscrite d'office. D'accord. Vous êtes juste inscrite à la newsletter. Ouais. Ensuite, c'est étude par étude que vous vous portez volontaire. Et quand vous vous portez volontaire, vous savez très bien ce qui va vous être demandé par le chercheur. Donc, si vous n'avez pas envie d'aller faire une prise de sang, vous ne vous portez pas volontaire. D'accord. Mais si vous acceptez d'aller remplir un questionnaire, à l'étude suivante, alors là, vous pouvez vous porter volontaire. Parce que, quelque part, ces newsletters vont quand même m'informer. Même si je ne veux pas franchir le pas et devenir volontaire, c'est important même d'envoyer mon adresse email pour être au courant de ce qui se fait. C'est ça. Et puis, en plus, si vous ne correspondez pas aux critères des chercheurs, peut-être que quelqu'un dans votre entourage correspond. Une amie, une tante, Exactement. Une grand-mère. On va regarder la vidéo de présentation et on revient juste après en parler. Elle, c'est Fanny. On ne dirait pas, mais en fait, elle est en rémission d'un cancer. Chaque jour, elle remercie la vie et la médecine. Et depuis qu'elle va mieux, Fanny a envie de mettre son énergie au service des autres malades et d'être solidaire des générations futures. Alors, elle s'est rendue sur le site Sentinelle. Ça vous dit quelque chose ? Sentinelle, c'est un site internet qui relie chercheurs et femmes volontaires pour aider la recherche sur le cancer. En participant à des études scientifiques, elle contribue à faciliter et accélérer le travail des chercheurs. Ah, et là, c'est Marc, un chic type qui œuvre pour votre avenir. Son truc à lui, c'est justement la recherche, pour un monde sans cancer. L'an dernier, il a trouvé des financements pour mener une étude. Or, quand il a fallu trouver 1103 femmes, patientes ou anciennes patientes, avec des critères précis, c'est devenu la galère. En plus, pour faire simple, il avait aussi besoin de femmes non malades. Alors on fait comment ? On épluche les pages blanches, on démarche par téléphone, et pourquoi pas ressortir le Minitel ? Bonjour la préhistoire. Mais non, c'est terminé pour Marc tout ça. Fanny s'est inscrite sur le site Sentinelle, où il lui a suffi de renseigner son adresse mail. Là, elle vient de participer à l'étude de Marc. Elle n'était pas obligée, mais elle répondait aux critères. C'était facile et elle l'a fait. Bon, parfois son profil ne correspondra pas aux besoins des chercheurs, mais elle pourra quand même en parler à sa voisine, sa collègue ou sa sœur. Sa fille aussi est désormais une sentinelle. Même Chantal, sa collègue de travail, qui n'était pas directement touchée, est aujourd'hui membre de cette communauté. Les sentinelles, ce sont des femmes qui aident des chercheurs qui aident les femmes, et ça, pour elles comme pour Marc, ça compte. Alors, vous aussi, comme Fanny, devenez volontaire en vous inscrivant sur le site des Sentinelles.
Et voilà, c'est une démarche qui est nouvelle, d'ouvrir comme ça la recherche et surtout d'inviter les gens à participer. Oui, mais ça nous paraît très important. Alors, c'est permis par les nouvelles technologies. Je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été plus compliqué d'organiser quelque chose comme ça. Oui, le fait d'avoir Internet à la maison, on peut contacter beaucoup plus de gens, la page Facebook aussi, c'est vrai. Et puis, ça ne coûte pas beaucoup d'argent pour nous. En fait, envoyer une newsletter, c'est économique. Mais ça nous paraît important parce que le cancer touche directement ou indirectement tout le monde et qu'on a tous envie que ça s'arrête. Alors, si on a un moyen simple d'aider, et là, c'est d'aider la recherche, de faire en sorte que les prises en charge médicales avancent plus vite, que les malades soient mieux pris en charge, alors oui, il faut le faire. Sentinelle existe depuis combien de temps? Alors, nous avons 1 an. Je pense aujourd'hui. Ouais. Je me demande si c'est pas notre anniversaire. Je pense que c'est notre anniversaire. Ouais. Et comment est née cette idée? Est-ce que au sein de l'association, il y a des chercheurs, par exemple, comme Marc qu'on a vu dans la vidéo, et qui s'est dit comment faire pour avoir une base de données, une base de volontaires? Alors en fait, cette idée, elle est née de 2 expériences de la maladie. Celle de Fabien Reyel, oui, effectivement, le cofondateur de cette association est chercheur à l'Institut Curie. Et je l'ai rencontré à la fin de mes traitements, parce que ça, c'est la 2e expérience de la maladie qui est la mienne, puisque j'ai été malade en 2010 et j'avais été précédemment dans l'entourage de malades. Donc je savais bien qu'il y avait dans la population des femmes qui avaient vraiment envie que ça s'arrête, qui avaient vraiment envie d'aider. Moi, je l'avais ressenti très fortement avant d'être malade. Quand j'avais été dans l'entourage, j'avais vraiment eu envie de pouvoir me rendre utile. Ouais, et c'est vrai aussi... un petit peu impuissante, en fait. C'est souvent ce que nous disent les membres de l'entourage. Ils enragent d'impuissance. Ouais. Et je les comprends. Je me souviens, je les comprends. Donc le fait de devenir sentinelle, ça nous rend actives et même si effectivement ça peut prendre du temps, on a l'impression d'être, en tout cas c'est même pas une impression, on est utile. On est utile et facilement et librement. Oui, on est utile. On est utile à la recherche. Alors évidemment, ce n'est pas comme certains, par exemple, si on veut faire une prise de sang, c'est pas anonyme. On est obligé quand même de donner notre nom, on est obligé de donner des informations. Encore une fois, on le répète, vous pouvez aussi faire partie de la base de données et ne pas participer à des études, mais recevoir les newsletters. Une newsletter, elle dit quoi, par exemple? Une newsletter, elle va vous informer de quels sont les besoins de la recherche en ce moment, qui sont les recherches déjà effectuées ou réussies? Alors ça, vous le trouverez plus volontiers sur le site, mais dans l'avenir, alors nous on est encore un petit peu jeunes, et nos études sont en cours, les études qui sont menées sur le site sont en cours, mais bien sûr, dans l'avenir, chaque fois qu'une étude qui aura eu recours à la base des sentinelles sera terminée, les sentinelles auront accès aux résultats de cette étude, parce que c'est normal quand on a participé de savoir... savoir quels sont les résultats. Et alors, si je suis dans les îles, parce que là, l'association est en France, je suis dans les Dom-Tom, je suis à La Réunion, ou à Tahiti, ou à Mayotte, et que j'ai envie de devenir sentinelle, est-ce que c'est aussi possible? Oui, vous êtes plus que les bienvenus. Justement, quand on a reçu votre invitation, les Naïcs, j'en ai parlé avec le chercheur de la bande, qui était enthousiaste à cette idée. Au contraire, la recherche a du mal à recruter dans les îles, a du mal, et alors que c'est important pour la recherche d'avoir la vision la plus large possible. Oui, et puis il peut y avoir des îles où il y a un peu plus de cancer du sein et on ne sait pas pourquoi, on ne l'explique pas, et ça peut participer, donner des éléments supplémentaires. Exactement. Exactement, ou des formes de cancer du sein qui sont un peu différentes, et ça sera très très important d'avoir accès à des populations comme ça plus larges pour nous. Ouais. On rappelle que pour devenir sentinelle, il ne faut pas avoir eu un cancer automatiquement. Non, on peut être une femme qui n'a jamais eu de cancer, mais peut-être que dans notre famille, dans notre entourage, effectivement, on a connu quelqu'un, que ce soit une amie ou une grand-mère qui a eu un cancer. Donc de toute façon, toutes les femmes sont invitées à devenir sentinelle. Comme on l'a vu dans la vidéo, c'est tout simple, on va sur le site, c'est sentinelle.com, il y a une page Facebook qui vous donne également des informations, c'est la page Sentinelle tout simplement, donc vous y allez et vous aurez toutes les informations et en devenant sentinelle, vous aidez à la recherche.
Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose à ça? Alors, la seule chose que je rajouterais, c'est que effectivement, je comprends très bien que les enjeux d'anonymat soient importants. Sachez que quand vous inscrivez au Sentinelle, tant que vous ne participez pas à une étude, nous, on ne sait pas qui vous êtes. On a juste votre adresse email. Et si vous n'allez pas vous amuser à aller chercher qui est derrière l'adresse email, etc. Vous n'avez pas le temps. Non, non. Et puis on n'aurait pas d'intérêt. Ouais. Et cette base et ensuite tous les résultats d'études sont sécurisés. On a un hébergeur de données de santé. C'est un engagement très fort qu'on prend parce qu'on comprend à quel point ces informations peuvent être confidentielles et personnelles. Et qu'elles servent à la recherche, oui, mais que à la recherche. Très bien. Donc le message est lancé. Devenez Sentinelle si vous le souhaitez et vous allez sur le site sentinelle.com ou sur la page Facebook. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, si vous avez des avancées dans la recherche et que vous avez envie de le communiquer, vous êtes la bienvenue sur notre plateau. Merci.